Bon, bah, ça fait toujours plaisir de parler un peu de Bresson et de ce livre décisif qui est Notes sur les cinématographes, hein, qu'il faut lire. Moi, je le relis chaque soir. C'est simple, hein, il est assez court. Voilà. Oui, d'ailleurs, dans ce que tu dis et dans ce que tu rapportes des dires de Bresson, il insiste beaucoup sur le fait que cette mécanisation de l'acteur, hein, qui est donc transformé en modèle, enfin, ramené à un modèle, ce qu'il appelle un modèle, se ferait au titre de la justesse. Ça, c'est toujours intéressant de le noter, hein. C'est-à-dire que, en général, les gestes esthétiques ont pour but la justesse, hein. Quand un artiste débarque sur la place publique ou dans le champ esthétique dans lequel il va évoluer avec une nouvelle forme, en tout cas une forme inédite, et ça a été le cas de Bresson, qui a inventé une forme, il le fait quand même presque à tous les coups au titre de la justesse, parce qu'il pense que les formes existantes ne portent plus la justesse, elles mentent. Et ça se vérifie pour énormément d'avant-garde, énormément de peintres qui ont à un moment proposé une nouvelle forme, etc. J'y insiste lourdement, parce que de toute façon, on ne fera jamais l'économie du constat implacable que la question de l'art est aussi la question du vrai. La question du juste, au sens de justesse et pas au sens de justiciencisme. Après, je pense qu'il y a une autre façon de défendre cette méthode bressonienne dont Hamaguchi, directement ou pas directement, ça on n'a pas les infos vraiment, semble s'inspirer, en tout cas semble une sorte d'héritier. Tu as raison, on voit des répétitions de théâtre dans ce film, donc non seulement on voit pendant 3 heures des acteurs jouer d'une certaine manière, mais nous en avons presque la théorisation, puisque effectivement le double de Hamaguchi, qui est en l'espèce, pour cet aspect-là, Yuzuke, dit des choses quand il dirige. Tu as déjà donné un extrait des répétitions que font les comédiens avec Yuzuke de la pièce de Tchekhov, le moment où effectivement il y en a une qui se plaint d'être traitée comme un robot. Et après, ils disent que les comédiens, ils disent qu'ils ont l'impression de réciter des sutras. Tout à fait. Des textes religieux. Il y a une comédienne euh, qui dit ça. Donc les comédiens se plaignent. Alors du côté de Yuzuke, il dit quoi ? On l'entend dire quoi ? On l'entend dire par exemple à un comédien lis moins vite. Je le note. Intéressant. Articule. Lis moins vite. Lis moins vite, ouais. Et peut-être pour mieux articuler. Téléguine, je crois, ceux qui jouent le rôle de Téléguine. Tout à fait. Alors après, il y a au jeune comédien, qui se trouve être un personnage important, il lui dira... Taketsuki. Lis le texte. Concentre-toi sur le texte. Ah, parce que ça veut dire que le comédien se serait concentré sur autre chose. Très intéressant. Il se concentre sur quoi, le comédien, s'il ne se concentre pas sur le texte ? Il lui dira aussi, en tout cas on comprendra par la négative, qu'il lui a demandé de ne pas exprimer. Puisqu'à un moment, le jeune comédien lui-même dit « Ah, tu trouves encore que j'exprime trop ?» Donc on suppose qu'il lui a dit en amont « N'exprime pas. » Ah tiens, un directeur d'acteur dit à un comédien de ne pas exprimer. Donc on a tout ça là qui reconstitue un petit peu du bressonisme, du tout venant du bressonisme que tu viens un tout petit peu de résumer. Mais il faut en prendre acte. Et surtout, moi, ce que j'aimerais essayer de montrer, c'est pourquoi est-ce qu'il faut absolument empêcher les acteurs d'exprimer ? Ce qui est quand même assez contre-intuitif, hein, parce qu'en général, les acteurs, on leur demande d'exprimer, et eux n'ont de cesse que de vouloir exprimer. Et c'est bien pour ça qu'ils font la gueule. Il y en a une qui dit qu'on est des robots, il y en a un autre qui dit qu'il s'endort, hein, un petit peu pendant les répétitions, à cause des langues étrangères, on y reviendra. Il y en a donc une autre qui dit, oh là là, on fait que lire le texte. Bon, effectivement, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle une lecture sur table, hein, dans le processus de répétition d'une pièce, et en général, on commence par une lecture sur table, et puis qu'il y a quand même un moment où on abandonne le texte, on se met debout, on se met en situation, puis on se met à vraiment répéter. Ce que les comédiens appelleraient vraiment répéter. Or, il se trompe que pour Hamaguchi, vraiment répéter, c'est ce qu'ils font là. Ça, c'est quand même une méthode. Donc, les acteurs se plaignent, et pour cause, ils se sentent contraints. Eux, par rapport à leur envie, qui serait de se la donner un peu avec le texte, d'exprimer des choses, d'interpréter, puisqu'ils sont des interprètes, eh bien, ils se sentent frustrés. Ce qu'il faut essayer de démontrer, et ce dont les comédiens doivent essayer de se persuader pour se plier à ce genre de méthode un peu austère, c'est que cette contrainte permet une libération. Alors qu'est-ce qu'elle libère, cette contrainte ? Elle libère le texte. Elle libère le texte. Il faut prendre les choses très simplement. Si j'ai une réplique de Tchekhov à dire, je choisis de pleurer en la disant, je prends un exemple extrême. Peut-être que j'ai raison, peut-être que ça se défend, que cette réplique était pleurable. Mais en tout cas, en pleurant, c'est-à-dire en exprimant quelque chose par mes larmes et par mon savoir-faire d'acteur, eh bien, je rends cette réplique univoque. Elle n'est que triste. Elle ne devrait inspirer que de la tristesse. Et donc, du coup, je casse quelque chose comme la polysémie de cette réplique. Ce qui va d'autant moins bien avec Tchekhov que la grandeur de Tchekhov, c'est quand même précisément d'avoir inventé une drôle de zone géniale et tellement propre à la vie, qui est qu'en fait, on ne saura jamais si Tchekhov a écrit des comédies, des drames, des tragédies, et que chaque réplique est un peu toujours les trois. C'est ça le génie de Tchekhov. C'est très simple, hein. Toutes les répliques, tu pourrais en pleurer, en rire ou t'en accabler tragiquement.
Et donc, du coup, pour maintenir cette polysémie, ça vaudrait pour Tchekhov pour plein d'autres textes, mais là c'est Tchekhov, il vaut mieux qu'en fait l'acteur ne propose aucune interprétation. Comme ça, si l'interprète n'interprète pas, alors du coup, moi, le spectateur, je peux laisser libre cours à la multi-interprétation que permet le texte. C'est ça que j'appelle libérer le texte. Et laisser le texte parler dans sa polysémie, dans sa grandeur, dans son amplitude. Donc encore une fois, on contraint les acteurs pour libérer quelque chose, et c'est vraiment de libération du texte qu'il est question. Il faudrait que le texte arrive à parler de lui-même, laisser parler le texte, parce qu'il dit des choses. Si c'est un grand texte, il faut le laisser parler. Bon. Alors je finirai en disant qu'il y a 3 figures que propose Hamaguchi, 3 figures d'agencement entre texte et corps, qui vont complètement dans le sens de libérer le texte. Le premier, c'est cette idée géniale parce que simple, tellement simple et géniale qu'on regrette toujours de ne pas l'avoir eu avant lui, des cassettes. Yusuke écoute Oncle Vania en cassette dans sa voiture, dit par sa femme, enregistré par sa femme. Ce qui ajoute encore un truc, c'est qu'en fait on entend la voix de la morte, enfin c'est quelque chose quand même. Enfin, dans un premier temps c'est une voix de vivante, puisque la première fois elle est encore vivante, mais après c'est la voix de la morte. Donc déjà c'est pas rien, ça donne du... Bon, c'est une idée très simple, une idée très réaliste d'ailleurs, il y a des comédiens qui fonctionnent de cette façon-là, mais ça donne quoi finalement ? Ça donne que nous, à l'écran, physiquement il se passe quoi ? C'est toujours ça l'important, c'est physiquement il se passe quoi pour nous quand on a ces scènes-là de cassettes dans la bagnole ? C'est que le texte de Tchekhov, il est libre comme l'air. Il sort dans l'air, si tu veux. Il n'est pas porté par un corps, donc il n'est pas brimé par un corps, il n'est pas brimé par une expression. Et les belles répliques de Tchekhov, elles volettent comme ça dans le plan. Elles sont dans le volume du plan, quoi. Alors parfois, il arrive que lui dise quelques répliques, parce qu'il répète quand même un peu le texte de Vania, ou alors il veut répéter le texte des autres pour mieux le connaître. Mais globalement, ces répliques, elles sont dans le volume du plan, et donc là, elles sont parfaitement rendues à leur amplitude possible. C'est vraiment un procédé, mais d'une simplicité biblique et qui est d'une fécondité extraordinaire pour les sens, et qui rend justice à l'amplitude de ce texte. Il y a une autre façon de faire à peu près la même chose, de libérer le texte. C'est ce qu'il fait avec cette magnifique invention de la muette. Prenons les choses toujours de façon très phénoménologique et simple. Qu'est-ce que ça fait quand tu as, face à toi, spectateur de ce film, une muette, qui n'est pas sourde d'ailleurs, mais qui est muette, qui s'exprime par le langage des signes, et qui est en train d'exprimer par le langage des signes, coréen, un monologue de Tchekhov. Et elle est traduite en même moment. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Elle est traduite d'ailleurs par celui qui s'avérera être son compagnon. C'est la première scène où elle apparaît. Ça fait que tu as une disjonction entre le texte et le corps. Le corps a sa vie propre, et c'est un corps magnifique. C'est toujours beau de voir le langage des signes. C'est super émouvant, le langage des signes, en fait, tout le temps. Et au cinéma, là, on a le temps de le voir mieux qu'on ne le voit dans la vie, parce que c'est vrai que c'est pas courant qu'on croise des gens qui utilisent ce langage, surtout qu'ils ne nous l'adressent pas dans la mesure où on ne le comprend pas. Là, au cinéma, on a le temps de voir à quel point c'est divinement étrange, cette affaire de langage des signes, quand même. Et puis, dans le même temps, tu as le texte qui a sa vie propre, puisqu'il est traduit en légère désynchronie. Du coup, le texte est libre aussi. Alors, quand en plus on attend rétroactivement que ce sont 2 amoureux, alors là, ça c'est les noces disjointes entre le texte et le corps, quoi. Donc c'est vraiment extraordinaire. Alors ça prendra aussi un truc sur scène, parce que quand elle le fera sur scène, ce sera la scène finale là, à la toute fin, je veux dire. Quasiment le plan final. Ouais. Sur lequel je reviendrai peut-être parce avant que l'épilogue. Je suis pas complètement convaincu par ce plan. Mais il y a un truc qui est de toute façon pas mal, c'est que puisqu'elle ne dit pas le texte, il faut le surtitrer, il faut l'afficher. Et donc du coup, le texte est rendu à son impression. La belle parole muette qui s'appelle la littérature. C'est ça la littérature. C'est des phrases, elles sont muettes, elles sont noires sur blanc. Et on les déchiffre muettement. Muettement. Il n'y a pas de son. Donc là, la littérature est rendue à elle-même. Elle est rendue à sa belle polysémie qui est que elle n'induit pas la tonalité dans laquelle on doit le dire. À sa propre puissance, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, surtout si c'est bien écrit. De toute façon, je pense que c'est ça un peu le modèle chez Bresson, si tu veux. C'est cette idée que il ne faut pas que l'acteur exprime, il faut que le texte vienne s'imprimer sur lui.